C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, cette fameuse séquence Banque centrale du mois de juin qui nous offre toute une variété en matière de décisions de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine hier soir a passé son tour à l'occasion de ce meeting de décision de politique monétaire. Une pause que le marché a bien compris comme étant une pause transitoire, puisque Jérôme Powell lui-même a insisté sur le fait que le prochain meeting, celui de fin juillet, 25 et 26 juillet, sera un meeting live. Très ouvert, comprenez, très ouvert à l'idée d'un nouvel ajustement de 25 points de base, si nécessaire, en fonction des données économiques qui pourront être publiées d'ici là. Le marché a pris acte évidemment de ce statu quo temporaire, avec des phénomènes sur la courbe de taux qui ont été plutôt un aplatissement de la courbe de taux, avec une remontée des taux courts et une fermeté toujours des taux longs, avec un 10 ans américain qui se maintient autour de 3,80% aujourd'hui. Du côté de la Banque centrale européenne, qui rendra ses décisions d'ici quelques heures à peine, avec une conférence de presse de Christine Lagarde, bien sûr. Tout le monde a compris que la fonction de réaction restait pour l'instant assez identique, avec une sorte de pilote automatique. On reste sur une séquence de hausse de taux de 25 points de base et le rythme devrait continuer. Au moins pour ce meeting, peut-être pour le prochain, peut-être encore pour celui de septembre. Nous serons attentifs évidemment à la communication de Christine Lagarde avec une situation en zone euro. Nous en discuterons dans un instant avec Nadia Garbi chez Pictet Wealth Management, qui reste quand même compliqué, notamment du point de vue de l'inflation cœur. Très difficile d'être confortable avec l'idée que le pic de l'inflation sous-jacente en zone euro est derrière nous et il est peut-être plutôt devant nous encore, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à la Banque centrale européenne. Et à l'inverse de ces décisions, on notera que la Banque centrale chinoise multiplie et augmente encore son soutien monétaire à l'économie chinoise. Après une baisse du taux de repos 7 jours en début de semaine, la Banque centrale chinoise a coupé de 10 points de base l'un de ses taux directeurs, son taux de prêt à 1 an, qui a été donc abaissé ce matin, ce qui a provoqué d'ailleurs un rebond assez conséquent des actions chinoises. On a vu la bourse de Hong Kong bondir de plus de 2% après cette décision de la Banque centrale chinoise. Commentaire à suivre avec Nadia Garbi chez Pictet Wealth Management. Et puis marché, bien sûr, avec des marchés actions qui restent soutenus. On a vu hier d'ailleurs le Nasdaq résister au discours hawkish de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale américaine. Le titre Nvidia a clôturé en hausse. Nous parlerons de la situation des marchés et de la stratégie d'investissement avec Franklin Pichard, qui sera avec nous pendant cette demi-heure en plateau, directeur général de Kipling Finance. Mais d'abord, la séquence Banque centrale en cours avec d'ores et déjà la décision de la Réserve fédérale américaine rendue hier soir, et Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup. La Fed donc qui a décidé de passer son tour pour ce meeting du mois de juin pour peut-être repartir de plus belle entre guillemets dès le prochain meeting. C'est le message qu'a essayé de faire passer Jérôme Powell, semant un peu de confusion peut-être auprès des observateurs et des économistes, Nadia. Oui, alors c'est vrai qu'on voit une réserve fédérale qui décide de prendre une pause alors que les données récentes ont tout de même été très, très fortes. Mais je dirais que c'était un peu la meilleure option pour la réserve fédérale, attendre d'avoir un peu plus de données macroéconomiques. On a du mal un peu à jauger l'impact du resserrement, ou du moins le timing de l'impact du resserrement. Les économistes aussi divergent sur le scénario aux États-Unis entre récession et non-récession au deuxième semestre. Donc je dirais que maintenir des taux inchangés mais garder une communication, je dirais, très hawkish était pour eux la meilleure option en ce moment. Je dirais que peut-être ce qui a un peu surpris tout de même certains économistes, c'est les dot plots avec des projections relativement agressive pour 2023, avec potentiellement 2 hausses de plus cette année
à attendre de la part de la Réserve fédérale. Ouais. Oui, des dot plots, donc qui sont les trajectoires, hein, les perspectives que chaque membre du FOMC, ils sont 18, peuvent avoir sur les horizons 1 an, 2 ans, 3 ans et sur le long terme. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est 2023. Enfin, cette trajectoire de la politique monétaire telle qu'elle est perçue par les banquiers centraux eux-mêmes, elle est quand même soutenue aussi par des révisions du staff en matière de projection économique, Nadia. C'est-à-dire que le staff de la Fed voit quand même une inflation corps PCE finalement plus élevé au terme de cette année 2023 que ce qui était anticipé il y a 3 mois lors des projections du mois de mars. Elle voit un taux de chômage plus bas que ce qu'elle voyait précédemment. C'est-à-dire que le staff considère, la Fed considère que le risque inflationniste reste quand même tilté à la hausse, au moins pour 2023. Oui, tout à fait. Et je dirais que vraiment les risques sont orientés à la hausse. On a vraiment cette résilience de l'inflation dans les services, avec un momentum aussi dans les services qui reste très fort. Hein. Ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc on voit vraiment ce processus, je dirais, de désinflation qui est plutôt très lent quand on parle de l'inflation sous-jacente. Et on a un peu, effectivement, des risques un peu à la hausse, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, ce qui explique vraiment la raison pour laquelle la Réserve fédérale garde vraiment la porte ouverte à plus de hausse de taux. Jérôme Powell alors, a refocalisé l'attention des investisseurs sur le corps PCE, indiquant qu'il n'y avait pas eu d'amélioration significative à ce stade sur cet indicateur d'inflation, hein, qui est historiquement un indicateur d'inflation très suivi par le Fed. Il veut voir un moment décisif de désinflation sur ce corps PCE. Quand on se livre à l'exercice de la prévision, Nadia, un moment décisif pour Jérôme Powell? Est-ce que c'est un moment qui peut intervenir dans les prochaines semaines, entre aujourd'hui et le prochain FOMC, celui de fin juillet, ou est-ce que c'est un moment décisif qui prendra un peu plus de temps? C'est vraisemblablement un processus décisif qui prendra un peu plus de temps. Je dirais qu'entre entre maintenant et juillet, c'est très peu probable de voir ce moment décisif que Powell attend. Donc une hausse de taux en juillet semble très probable. Maintenant, vraiment, il faudra voir des données qui déçoivent fortement, donc non seulement le corps PCE, mais aussi l'emploi, hein, qui reste un facteur clé dans la politique monétaire aux États-Unis. Ces données devront décevoir. Sans cela, une hausse de taux paraît très probable au mois de juillet. Bon, une situation qui reste ouverte, hein, une optionnalité, comme on dit, qui est entretenue par la Réserve fédérale américaine après sa communication hier soir. Du côté de la Banque centrale européenne, il n'y a pas 36 options possibles, j'ai l'impression. Nadia, on reste quand même plutôt sur un schéma de pilote automatique à ce stade, avec un inconfort grandissant, même peut-être, concernant le développement de l'inflation sous-jacente en zone euro. Oui, alors c'est vrai que ça paraît, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Une hausse de taux de 25 points de base cet après-midi. Maintenant, c'est vrai que la question de juillet reste ouverte, mais vraisemblablement, Christine Lagarde devrait tout de même aussi, comme Powell, hein, laisser la porte ouverte pour de nouvelles hausses, potentiellement en juillet, mais pourquoi pas en septembre. Et il y a effectivement, comme vous le disiez, cette inflation sous-jacente qui reste très élevée en Europe. On est à 5,3%. Ces prochains mois, elle va rester, selon nos prévisions, au-dessus de 5% ou même très proche de 5%. Donc, dans ces conditions, on voit tout de même une banque centrale européenne qui maintient un discours très, très hawkish, comme le fait la Réserve fédérale, et aussi la porte ouverte à plus de hausse de taux. Je dirais que cet après-midi, ce qu'il faudra regarder avec attention, c'est vraiment la mise à jour de ces prévisions de la part de la BCE. On a eu des données de croissance qui ont été révisées à la baisse, mais je dirais que l'image globale de la zone euro reste inchangée, hein. C'est tout de même une image de résilience dans un contexte très difficile pour la zone euro, avec une inflation qui reste très élevée et bien au-dessus de la cible de la BCE. Qu'est-ce qui caractérise cette persistance de l'inflation sous-jacente aujourd'hui en Europe? La question des prix de l'énergie, etc., c'est un sujet qui est quand même derrière nous pour l'instant. Aujourd'hui, en tout cas, Nadia, c'est encore et toujours la question des marges et de la reconstitution des marges des entreprises. C'est de plus en plus la question des salaires. C'est quand même des déterminants qui sont lourds, hein, pour l'inflation et compliqués pour une banque centrale.
Tout à fait, c'est deux bons points que vous venez de citer. Effectivement, et je pense d'ailleurs que Lagarde va insister cet après-midi sur la croissance des salaires qui accélère en zone euro avec un marché du travail qui reste très robuste, très fort. On a aussi effectivement ces marges qui se reconstituent. Donc je dirais que l'environnement est tout de même propice à des surprises plutôt à la hausse sur l'inflation qu'à la baisse. On sait que l'inflation globale va poursuivre sa décélération avec les effets de base liés à l'énergie. Mais c'est vraiment cette inflation sous-jacente qui reste, je dirais, le focus principal de toutes les banques centrales, pas seulement celle de la BCE, mais aussi de la Réserve fédérale, comme on en parlait avant. Et je dirais que c'est vraiment ce momentum, cette résilience du secteur service qui maintient également les hausses des prix dans le secteur des services et qui devrait en tout cas être le cas en Europe jusqu'à la fin de l'été, étant donné aussi la saison touristique qui commence. Oui, effectivement, et qui s'annonce plutôt booming quand on écoute effectivement les réservations, les opérateurs et quand on regarde les niveaux de prix aussi que l'on est prêt à payer pour partir en vacances aujourd'hui. À l'autre bout du spectre, Nadia, il y a un trou noir déflationniste dans ce monde de 2023 plutôt inflationniste, c'est la Chine. C'est quand même spectaculaire de voir une absence totale d'inflation en Chine à ce stade. On connaît les problèmes structurels, bien sûr, mais là, il y a une question même conjoncturelle qui se pose pour la dynamique de reprise d'activité en Chine, au point qu'on voit de plus en plus la Banque centrale chinoise ajouter un peu d'accommodation monétaire. Elle l'a fait par 2 fois déjà cette semaine. Oui, alors je dirais que ces baisses de taux interviennent dans un contexte où on voit que la croissance chinoise ralentit au deuxième trimestre. On a aussi eu des données qui étaient plutôt décevantes, des données liées à l'exportation, mais aussi des données de crédit qui étaient en deçà des attentes. Un taux de chômage aussi des jeunes qui reste très élevé en Chine, on est autour de 20%, et comme vous le citiez aussi, une inflation qui était à 0,2% au mois de mai. Donc dans ce contexte, effectivement, la PBOC aussi, la Banque centrale chinoise, était sous pression pour agir à nouveau. Et je dirais que si on écoute un peu le discours du gouverneur chinois, plus d'assouplissement est à attendre ces prochains mois. La PBOC aussi est vraiment déterminée à stimuler l'économie réelle et ça passera par plus d'assouplissement. Alors ça, c'est la politique monétaire, mais on peut aussi s'attendre à plus de politique fiscale, à des mesures aussi du point de vue fiscal pour stimuler en fait cette croissance qui reste vraiment très très modeste en Chine. Est-ce que ça peut répondre à l'un des problèmes que cherche à adresser le régime chinois aujourd'hui, qui est de soutenir la demande finale privée? Alors il y a la partie immobilière, bien sûr, mais on a envie de voir le consommateur et la consommation en Chine se développer. Une erreur d'analyse qu'on a pu commettre, c'est d'estimer que la surépargne Covid accumulée pendant 3 ans était une épargne excessive qui allait être dépensée à la mode occidentale. On s'aperçoit qu'une partie de cette épargne est plutôt une épargne de précaution, peut-être, pour le ménage chinois aujourd'hui, Nadia. Effectivement, c'est exactement cela. Et je dirais que la politique monétaire à elle seule ne peut pas résoudre ces problèmes de demande. On voyait dans les données de crédit publiées récemment que c'est principalement un problème de demande plutôt que d'offre. Donc c'est la politique fiscale qui, elle, doit agir pour stimuler la demande chinoise. Mais nous, on s'attend vraiment à une croissance qui va rester modeste. Je dirais que la Banque centrale et le gouvernement vont faire tout pour arriver à ce target de 5% de croissance en 2023, mais le momentum sous-jacent va rester un momentum très, très faible en Chine, lié à ces problèmes structurels, à aussi une dépendance trop forte de l'immobilier. Donc voilà, je dirais qu'ils vont un peu utiliser les recettes traditionnelles, mais ce sera très compliqué tout de même de stimuler cette consommation chinoise et d'arriver à des taux de croissance supérieurs à ceux prévus par le gouvernement chinois. Autour de 5%. Voilà ce qui avait été édicté effectivement comme objectif de croissance pour cette année 2023 en Chine. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbier avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Parlons
marché à présent avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Greg. Bon, vos commentaires peut-être dans le sillage de ce qu'on s'est dit avec Nadia. Moi, un truc qui m'a marqué dans la réaction de marché hier pendant le discours à la conférence de presse de Jérôme Powell, plutôt une tonalité au quiche, ce que retiennent les économistes aujourd'hui. La Fed signale potentiellement encore 2 hausses de taux de 25 points de base à venir d'ici la fin de l'année. Les marchés de taux s'ajustent, etc. Quand on regarde le Nasdaq, mais comme si de rien n'était. Nvidia clôture en hausse après avoir marqué un nouveau record historique. Le Nasdaq poursuit sur sa lancée. La politique monétaire et la perspective de restrictions supplémentaires n'arrêtent plus la tech américaine. Oui, Nasdaq, c'est plus 30% depuis le début de l'année, c'est 11% sur un mois. Et effectivement, c'est une bonne chose pour nous en Europe, puisqu'on a vu, par effet contagion, toutes nos techs rebondir très fortement. Ça a été le cas de ST Micro, ça a été le cas de Dassault Systèmes. Si je prends ces 2 titres, en l'espace d'un mois, ils ont pris entre 16 et 18%. Et puis, vous avez les oubliés de la cote, les mal-aimés de la cote depuis le début de l'année qui en profitent. Et c'est un peu leur revanche. Il y a 15 jours, on évoquait Téléperformance qui était tombée au plus bas. On était dans des niveaux de 137, 138 euros. Le titre est remonté à 160 euros ces jours-ci. On vient de prendre 16%. Donc, on voit qu'il y a un discernement des investisseurs qui font quand même attention parce que la tech se paye très très cher. Et donc, alors il y a 2 effets. D'abord, elle se paye très très cher. Et comme vous l'évoquiez, on a ce rebond du Nasdaq. Mais ce qui fait peur aux investisseurs, c'est que ce n'est pas l'ensemble de la cote qu'on a profité. Vous prenez les GAFAM, vous en rajoutez 2 ou 3 et vous avez la performance qui s'affiche. Donc, un peu comme en France, quand on regarde le CAC et puis c'est le luxe, 38% de pondération qui fait la hausse et qui donne le signal. Mais on est dans un marché très inconfortable, très compliqué. Si vous n'avez pas ces 7-là ou ces 8-là, vous n'êtes pas dedans. Mais au-delà de ça, c'est que les investisseurs se disent, aujourd'hui, elles sont tellement chères. Est-ce que je peux quand même les acheter ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment d'aller sur les valeurs un peu plus petites et moins, avec une visibilité un peu moindre et surtout des entreprises qui auront besoin de faire appel peut-être au marché et auront besoin de financement. Donc, sujet très compliqué qui fait dire à certains, je lisais des papiers ces jours-ci, où on dit le parent pauvre aussi de la cote, ce sont les values, si on parle compartiment en delà des indices. Les values ont un spread historiquement important par rapport aux valeurs de croissance et on a eu un très beau rattrapage, l'automobile, on a eu différents secteurs. Jusqu'au mois de janvier. Le démarrage de l'année avec ces 3, 4, 5 semaines de janvier qui ont été exceptionnelles, on avait fait plus de 10% de progression, je crois, sur le mois de janvier. Enfin, c'est-à-dire la quasi-totalité de la performance qu'on a encore à mi-année. Ça s'était fait plutôt avec encore les valeurs cycliques, encore l'idée un peu cyclique. Et puis ensuite, au fur et à mesure des événements, le choc SVB, etc., a ramené les investisseurs beaucoup plus vers des valeurs de croissance visibles avec lesquels ils se sentaient beaucoup plus confortables. Oui, exactement. Et donc, tout le travail de restauration de la value, finalement, a été un peu effacé là, depuis quelques mois. C'est ce qui fait dire, effectivement, aux investisseurs, moi, je préfère acheter du Apple avec les monceaux de cash qu'il y a, je préfère avoir du Microsoft, je préfère avoir des grandes valeurs comme ça, parce que si les taux remontent, comme on l'a dit, les taux peuvent encore remonter. Il y a un mois, on nous disait qu'ils baisseraient au second semestre. Là, maintenant, on a révisé un peu on a un peu revu notre copie sur ce sujet-là. Donc, effectivement, les investisseurs savent qu'il faut rester positionné, d'autant que certains vous disent finalement, alors que là aussi, il y a un mois, on vous disait il faut privilégier les valeurs européennes et délaisser les américaines. Depuis 8 jours, on vous dit il faut peut-être quand même rester présent sur les américaines parce que finalement, vous venez de l'évoquer à l'instant, les chiffres de l'emploi sont solides, l'inflation reste très très présente, mais ce qui ressort de ces éléments-là, c'est que les investisseurs se disent finalement s'il y a correction,
elle ne sera pas forcément violente. Il n'y a pas de raison de perdre 1000 points sur un indice dans le contexte actuel, parce que la demande est forte, parce qu'on l'évoquait un peu avant de démarrer, qu'il continue finalement d'y avoir des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, et que donc les entreprises ne délivrent pas comme elles voudraient. Alors, entre problèmes de financement, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, on est obligé d'être un petit peu plus tactique et un peu nerveux sur les investissements à privilégier. Ce qui est fascinant avec ces GAFA augmentés, donc il y a 7 valeurs, il y a les GAFA traditionnels, Microsoft bien sûr, enfin les GAFAM, plus Nvidia, Tesla, notamment qui tirent le marché, c'est que, alors il y a eu la question de la valorisation, quand on montait les taux à coût de 75 points de base, là effectivement c'était 2022, ça a fait très mal aux valorisations de ces groupes-là, mais aujourd'hui il y a ceux qui les achètent en se disant, les perspectives sont renouvelées avec le thème de l'IA générative, et ces valeurs-là, elles ont été déjà les gagnantes des 10 dernières années. Elles peuvent encore gagner sur ce thème de l'IA pendant plusieurs années. Et puis, il y a ceux qui peuvent être inquiets, qui se disent, voilà, récession à venir aux États-Unis. Si je dois être sur les actions, autant être sur les valeurs antifragiles qui n'auront pas besoin, comme vous dites, de se financer, le coût du crédit, etc. Pour Apple, c'est pas du tout un sujet. Donc, dans les deux cas, on se retrouve avec ces valeurs-là, quoi. Oui, tout à fait. Si on les a, la question est... Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les vend? La réponse est on les garde. Est-ce qu'on va sur d'autres? Non. On ne va pas sur les autres parce qu'il y a trop d'incertitudes pour aller ouvrir un petit peu le spectre et se diversifier davantage. On joue la sécurité quelque part. Il y a la question aussi de la taille, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on a les gigacaps. Et puis, dans les parties de marché très décotées, donc il y a la différence value-croissance, et puis il y a la différence large-cap, small-cap. Oui. Là aussi, alors dans les small caps, on trouve de tout. Enfin, je veux dire, on trouve des valeurs de croissance, on peut trouver de la value cyclique, etc. Mais ça reste un compartiment de marché, alors complètement déserté depuis très longtemps maintenant. On guette le moment quand même où on pourra revoir de l'intérêt sur les petites et moyennes capitalisations boursières, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. Les écarts sont à peu près les mêmes. Oui, on avait déjà signalé un petit peu ce point-là il y a une quinzaine de jours où on avait le Russell 2000 qui montrait quelques signes de frémissement qui laissaient à penser que les investisseurs pouvaient commencer à se réintéresser à ce compartiment. Mais si je regarde aujourd'hui deux performances, alors je vais l'attraper par le petit bout de la languette, mais vous prenez Balio et Prodway. Balio prend 54%. Pourquoi? Il y a une OPA d'une filiale de SoftBank à 85 centimes. Le titre valait donc moitié moins hier. Mais le titre valait 2,80 en mars 21. Donc, chariot intelligent pour la logistique d'entrepôts. Voilà, les chariots élévateurs pour les entrepôts, pour les grands entrepôts et les plateformes connectées, style pour Amazon et consorts. Exactement. Et donc, ce titre n'a fait que dégringoler depuis 2 ans et demi. Les investisseurs qui avaient cru, on était sur du 4.0, on était sur le Covid, les commandes, etc. Dégringolade, OPA, on aura perdu ce qu'on voulait. Dans un autre domaine, vous avez Prodway, imprimante 3D, ça aussi, on a eu la mode aussi de l'imprimante 3D, des clients prestigieux, l'aéronautique, l'automobile, le secteur médical, et puis boum, patatras, ils font un petit avertissement en disant... ce sera 2 fois moins bien qu'attendu parce qu'on a nos clients qui ont des problèmes pour se trouver les financements et autres. Le titre a perdu 30% en séance. On est à moins 18, je crois, au moment où on se parle, mais il a perdu 30%. Il est tombé à 1,42 au plus bas de la séance aujourd'hui. Donc, alerte sur les résultats, alerte sur le truc... Et en plus de ça, autrefois, vous vous souvenez, c'était Groupe Gorgé qui était derrière, qui est devenu Excel, et qui a encore 6% du capital. Et le 23 juin prochain, ils vont donner à leurs actionnaires, ils vont sortir et donner à leurs actionnaires le reliquat. Ça va faire plusieurs millions d'euros et quand vous êtes porteur d'Excel, vous n'avez pas forcément envie de garder Prodway dans l'immédiat et donc vous risquez d'avoir un double effet qui se coule avec des investisseurs qui vont se débarrasser de ces lignes dans leur portefeuille et de revoir encore le titre qui baisse. On a beaucoup d'interrogations et puis surtout, au-delà de ça, ce qu'on note, c'est que les sanctions sont terribles. C'est un bain de sang à chaque fois. Alors dans ce contexte-là, vous avez des grandes valeurs.
bon an, mal an, quand elle baisse, vous récupérez assez vite. Et puis, vous avez des trucs où, comme ça, vous l'avez autour du cou pendant 2 ans. Et puis, il n'y a pas de sortie par le haut, quoi. Dassault Systèmes, on est repassé de 31 à 41, de 35 à 41. Ça repart, vous repartez sur les larges. Le luxe a mis 3-4 mois pour repartir. Le luxe a mis 3 mois. Spectaculaire. Exactement. Et donc, dans cet environnement-là, récession, pas récession, baisse des taux, remontée des taux en tout cas dans l'immédiat. Voilà. Et puis, pour parler de l'immédiateté, demain on a nos 4 sorcières, le semestre, donc on aura de la volatilité. Et puis lundi, on aura entrée-sortie, mouvement sur le CAC avec Vivendi qui sort et Edenred qui rentre. Voilà, on a une actualité encore chargée. Ouais, je ne sais pas si on aura plus d'éclairage ou d'éclaircissement sur la récession à venir dans les prochaines semaines, avant les prochaines décisions de Banque centrale. En tout cas, on aura à nouveau la vérité des résultats des entreprises. Ça va revenir mi-juillet avec les résultats semestriels. Et toujours cette question. Est-ce que les marges peuvent tenir encore sur les niveaux qu'elles ont pu atteindre ces derniers mois, ces derniers trimestres? On sait qu'il y a des phénomènes de prix qui bougent, les salaires montent, mais tout un nombre d'autres prix ont beaucoup baissé également pour les entreprises. On est toujours un peu sur cette idée de savoir est-ce que c'est le trimestre où les marges vont baisser de manière significative? Alors, question qu'on se pose depuis au moins 5 ou 6 trimestres maintenant, et il semblerait, visiblement, puisqu'on est mi-juin, le trimestre est quasiment plié, on n'a pas eu tellement de déclarations, à part des petites boîtes comme Broadway, mais on ne voit pas. La tendance actuellement, c'est de dire... finalement, on peut, là encore, ne pas être déçu. Et donc, on peut vraisemblablement avoir un deuxième trimestre qui pourrait être aussi bon que le premier. Donc, oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que les marchés n'ont pas de raison fondamentale de décrocher durement d'ici cette publication. Comme vous le disiez, ça démarra vers le 9-10 juillet, je pense, à peu près. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard qui était avec nous en plateau tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Avec nous donc dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct.